Orthophoniste, j'entends beaucoup de choses sur la dyslexie, beaucoup de préconçus, beaucoup de phrases qui ont tendance à revenir. Peut-être que c'est des choses que vous-même, soit vous avez déjà entendues si vous êtes concerné par la dyslexie, si vous avez une personne dans votre entourage qui est dyslexique, ou même peut-être que vous pensez certaines des choses qui, je pense qu'on ne voit peut-être pas très de devant, mais de toute façon je vais les redire. Peut-être que vous avez déjà entendu dire que la dyslexie, c'est quand on confond le B et le D, c'est aussi peut-être quand on confond la gauche, la droite, peut-être que c'est aussi quand on inverse les syllabes. Peut-être que vous avez déjà entendu, donc ça c'est un peu presque un jugement de valeur, que en fait la dyslexie ce serait dû à un moment, une mauvaise éducation des parents, quelque chose qui aurait été loupé à un moment dans l'éducation. Peut-être que vous vous dites que c'est un problème de vue, puisqu'on fait des lunettes pour essayer de guérir la dyslexie. Peut-être aussi vous vous dites, est-ce que la dyslexie ça existe vraiment, puisque moi je connais des dyslexiques dans mon entourage, alors c'est vrai que des fois ils ont l'air d'être un peu gênés, mais quelquefois aussi ils se débrouillent très bien, que ce soit pour lire ou pour écrire. Donc finalement, est-ce que ce ne serait pas une question un peu de volonté et donc de paresse? Alors plutôt que de vous donner la bonne réponse et de vous demander de me croire sur parole, je vais vous proposer une petite mise en situation pour essayer de vous faire vivre ce que vit un enfant dyslexique qui est en train d'apprendre à lire. Alors je sais, malheureusement peut-être que vous ne voyez pas tous très bien ce qui est écrit, je pense que même de loin ils ont peut-être du mal à voir. Donc c'est un texte dans lequel j'ai enlevé quelques lettres remplacées par d'autres. Donc je vous propose d'essayer de lire à haute voix cette phrase, et dès que vous avez fini de la lire, vous pouvez lever la main. Dès que vous pensez que vous avez réussi à lire ce qu'il y a écrit, tout le texte. Quand c'est bon, vous pouvez lever la main, comme ça je vois à peu près combien de temps ça vous a pris. Ceux qui sont loin, ça fait en même temps presque 2 minutes. Derrière, je pense que c'est peut-être là, c'est beaucoup trop grand. Est-ce que les personnes devant ont à peu près réussi à lire? Ouais, devant c'est bon. Ok. Alors, maintenant je vais vous mettre le texte sans modification et je vous demande de le relire. Dès que c'est bon, pareil, vous pouvez lever la main. Ok, parfait. Du coup, avec le texte modifié, je sais pas, j'ai pas mesuré exactement combien de temps ça vous a pris, mais on va dire au moins une bonne minute. Là, ça vous a pris quoi? 3 secondes? Alors à quoi servait cette petite mise en situation? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour pouvoir comprendre un petit peu à quoi servait cette mise en situation, il faut que je revienne et que je vous explique comment, je vous reviens en fait sur la façon comment on fait pour apprendre à lire. Donc dans les langues qui utilisent un alphabet, c'est le cas du français, on utilise l'alphabet latin, on a besoin, pour apprendre à lire, d'acquérir ce qu'on appelle le principe alphabétique. Donc on appelle ça aussi le décodage, et je pense que la première illustration vous a peut-être illustré pourquoi. On a vraiment l'impression que c'est un code qu'on doit craquer, on doit réussir à comprendre qu'à une lettre correspond globalement un son. C'est ça qu'on appelle en fait le B à bas, c'est B et A bas. C'est ça que l'enfant doit réussir à comprendre, en fait, que globalement les lettres qui sont utilisées dans sa langue correspondent à un son. Alors ça, c'est la théorie, c'est, on va dire, oui, c'est la théorie, mais en pratique, est-ce que, donc on a notre alphabet à 26 lettres, est-ce qu'on a vraiment 26 sons? Si je vous pose la question, c'est que probablement la réponse est non. Est-ce que peut-être vous voyez des exceptions à cette règle? Il y a des lettres qui ne se prononcent pas, par exemple H, il ne fait pas de son, sauf quand il est avec une autre lettre, par exemple avec le C il peut faire ch. Le son en par exemple, ça ne correspond pas à une lettre, ça correspond à 2 lettres, et c'est pas l'addition de A et de N, c'est un son complètement différent. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, voilà, le principe alphabétique, c'est une théorie, et globalement, c'est simple en théorie, c'est plus difficile en pratique, mais globalement, la plupart des enfants y parviennent. Même, on va dire, la base
du principe alphabétique est suffisamment correcte, suffisamment, on va dire, régulière, pour que la plupart des enfants s'en sortent. Alors, pour comprendre pourquoi est-ce que ça pose une difficulté pour les personnes dyslexiques, il faut savoir qu'en fait le décodage, donc le principe alphabétique, il est conditionné par deux choses. D'une part, il est conditionné par le fait qu'on va réussir à connaître le nom des lettres. C'est ce qui nous permet en fait de déduire leur son. Parce qu'on connaît la comptine A, B, C, D, E, F, G, etc. On sait quelle lettre fait quel son. Donc il faut bien sûr associer aux lettres correspondantes. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, et c'est là que les personnes dyslexiques vont en fait avoir un souci, c'est qu'il nous faut il faut réussir à développer une conscience phonémique. Alors pour vous faire comprendre ce que c'est, je vous ai mis trois petites illustrations. Donc ici, c'est le mot ami qui est représenté. Je voudrais que vous essayiez de savoir, dans le mot ami, il y a combien de sons différents? 2, 3. Alors pour ceux qui disent 3, il y a combien? C'est quoi les sons? A, M, I. Parfait, c'est ça, exactement. C'est A, M, I. Dans le mot maison, il y a combien de sons? M, S, O, 4. C'est ça, 4. M et S. Et dans le mot arbre? A, E, R, 4. Là, c'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus dur parce qu'en fait, on a deux consonnes qui se suivent. Et ça, c'est particulièrement difficile parce que les enchaînements entre les consonnes sont beaucoup plus durs à percevoir. En fait, ils sont beaucoup plus courts que les enchaînements entre les voyelles. C'est pour ça que c'est plus dur à percevoir. Mais donc, je pense que vous êtes tous parvenus à vous rendre compte qu'il y avait A, R, B, R. Donc, éventuellement E si on dit arbre, mais souvent on ne dit pas ça. Donc si vous avez réussi à faire ça, ça veut dire que vous avez une conscience phonémique. En fait, la conscience phonémique, c'est la capacité, à identifier les sons de la parole. Et donc ça, c'est extrêmement important quand on apprend à lire, puisque pour savoir qu'il y a, pour pouvoir décoder en fait un mot, pour pouvoir décoder les sons d'un mot, et bien encore faut-il avoir la conscience que ce mot est composé de sons. Et donc, on va dire, je ne peux pas dire chez la totalité des dyslexiques, mais chez bien 99% des dyslexiques, c'est ça qui ne se développe pas en fait. C'est ça qui est particulièrement difficile à développer. Et donc, c'est ça qui va freiner l'acquisition du décodage. Alors, peut-être que si vous avez des dyslexiques dans votre entourage, ou si vous êtes vous-même dyslexique, vous vous dites, mais moi je ne lis pas comme le texte que je vous avais montré, vraiment de manière extrêmement laborieuse, où il faut que je m'arrête toutes les 2 secondes pour pouvoir lire un mot, et quand je suis arrivée à la fin du mot, je me rappelle même plus ce qu'il y avait au début. Donc effectivement, mais si vous vous rappelez, je vous ai dit, ça c'est un enfant dyslexique qui apprend à lire. Maintenant, je voudrais vous faire une autre mise en situation qui vise plutôt à vous faire comprendre ce qui se passe chez un dyslexique adulte, ou on va dire au moins collège, lycée. Donc c'est une personne qui a réussi à acquérir le principe alphabétique, mais qui est toujours encore un petit peu gênée. Alors attention, prochaine mise en situation, je vous laisse essayer de lire ce qui est écrit. Donc voilà, vous pouvez lire à haute voix ou dans votre tête. Pareil, quand vous avez fini de lire, vous pouvez lever la main. On a des gens qui ont fini de lire. Ouais, à peu près. Alors, si vous avez tous à peu près fini de lire, est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu? Non. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous mettre le texte sans modification. Pareil, vous levez la main pour ceux qui... J'ai pas forcément. Ok, c'est bon. Donc là, pareil, ça vous a pris moins de temps, mais surtout, à l'issue de cette deuxième lecture, normalement, vous avez à peu près compris de quoi il s'est passé. Vous avez, lors de la première lecture, peut-être que vous avez réussi à identifier quelques mots, mais pour avoir une image globale, c'était beaucoup plus difficile. Alors cette illustration va me permettre de vous parler d'un autre aspect de la lecture, de l'apprentissage de la lecture. Là, c'est pas comment on apprend à lire, c'est plutôt comment on apprend à bien lire. Et pour ça, je vous demande d'imaginer en fait une enfant qui, ça y est, elle a acquis le principe alphabétique, elle connaît bien le nom des lettres, sa conscience phonémique est bien en place, et donc elle est en train de lire tranquillement un petit livre adapté à son âge, et puis
un moment, elle rencontre un mot qu'elle n'a jamais rencontré pour le moment. Et donc, elle va faire ce que vous avez fait tout à l'heure, elle va le décoder. Elle va faire n, u, i, t, nuit. Donc, elle va essayer de réfléchir, mais nuit, ça n'existe pas. Elle va se servir de ce qu'elle est en train de lire, du contexte, de ses connaissances sur le monde, et elle va finir par comprendre, ah non, c'est pas nuit qui est écrit, c'est nuit. Et là, il va se passer deux choses très importantes. Tout d'abord, elle va créer une entrée dans son dictionnaire mental. Alors le vrai nom, c'est pas tout à fait ça, mais globalement dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment un stock de mots écrits qu'on a mémorisés par cœur, dont on a l'orthographe. Donc elle va créer une nouvelle entrée dans son dictionnaire mental pour ce mot qu'elle ne connaissait pas. Donc elle saura que nuit, ça s'écrit N-U-I-T, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'elle rencontrera ce mot, elle n'aura pas besoin vraiment de passer par le décodage, et elle aura directement accès à la signification de ce mot qu'elle a lu. Elle n'aura pas besoin de se baser sur ce qu'elle vient de prononcer. Tout de suite, quand elle le verra, elle saura ce qu'elle a lu. Donc ça, c'est la première chose qu'elle va avoir. Et la deuxième, c'est que du coup, comme elle a retenu que lorsqu'elle a rencontré nuit pour la première fois, le T ne se prononçait pas, et bien les prochaines fois qu'elle va voir un T à la fin d'un mot, et ben, elle va se méfier avant de le prononcer. Quand elle va commencer à lire bruit, elle va se dire « Ah, mais bruit, en fait, ça veut rien dire, donc c'est probablement en fait bruit qui est écrit », et la même chose quand elle rencontrera dans pour la première fois. Du coup, dans l'illustration précédente, moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai empêché de vous servir de votre dictionnaire mental. J'ai complètement, en fait, pété toutes vos entrées lexicales, enfin, toutes vos entrées orthographiques. Je vous ai empêché de les utiliser pour lire, ce qui fait que vous ne pouviez pas avoir instantanément la signification de ce que vous lisiez. Donc que ce soit pas en créant des entrées qui n'existent pas en français comme Naver, ça on n'a pas ce mot-là, ou pour la Madeleine, bah, je l'ai écrit, je vous ai induit vers une autre signification, ce qui fait que vous n'aviez pas Madeleine que probablement vous avez dans votre dictionnaire mental. Donc finalement, pour répondre à la question comment on apprend à bien lire, et ben la réponse c'est en lisant. À force de s'exposer à la lecture, à force de rencontrer des nouveaux mots qu'on n'avait jamais rencontrés, on va créer toutes ces petites entrées, ce qui fait que plus on lit, plus on va lire de manière complètement automatisée. Alors au final, qu'est-ce qui se passe chez les personnes dyslexiques? Donc on a vu, les personnes dyslexiques ont très probablement, donc je dis très probablement parce que ce n'est jamais 100% des personnes, mais vraiment on est sur l'ordre de 99% des personnes dyslexiques qui ont un trouble de la conscience phonémique qui bloque l'acquisition de leur principe alphabétique, du décodage. Donc pour eux, c'est très difficile d'automatiser ce principe alphabétique. Et comme c'est très difficile de l'automatiser, alors ils vont être mécaniquement sous-exposés à la lecture. C'est-à-dire que même s'ils s'astreignent à lire 1 heure par jour, voire plus, et ben, en fait, mécaniquement, ils vont moins lire. Parce que en un même temps, ils vont pouvoir rencontrer moins de mots, puisque leur lecture est beaucoup plus lente. Et en plus, les mots qu'ils rencontrent, comme c'est très laborieux pour eux de décoder, et bien souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas lire le mot en entier. Ils vont lire un début, et puis après, ils vont essayer de deviner ce qu'il y a à la fin. Parce que leur cerveau fonctionne correctement, donc ils savent que ça c'est efficace, que par contre leur lecture c'est beaucoup plus dur. Mais ce qui fait, c'est que le problème, c'est que quand on devine, bah, des fois on se trompe. Ce qui fait que un coup sur deux, un mot, ils pensaient en avoir lu un, en fait c'est un autre. Et ils pensaient que la fin du mot c'était une lettre, et puis au final en fait c'était une autre. Donc au final, le problème c'est que en lecture, mieux on lit, plus on lit, et plus on lit, mieux on lit. Donc c'est un cercle vertueux, mais chez les personnes dyslexiques, ça ne peut pas se mettre en place parce que finalement, cette étape de l'identification des mots, en fait, du décodage, elle est beaucoup trop laborieuse. Alors, comme je suis orthophoniste et je me sens un petit peu obligée de vous donner quelques pistes pour éventuellement aider les personnes dyslexiques dans votre entourage, ou en tout cas vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on met en place des choses pour les aider. Donc je me sens un petit peu obligée de vous expliquer comment faire pour finalement faciliter la vie des personnes dyslexiques. Bah, on a vu que finalement ce qui leur posait souci, c'était l'écrit, le passage à l'écrit, mais elles n'ont pas de problème pour tout ce qui est oral. Donc si des choses très simples pour les aider, c'est tout simplement passer des consignes écrites à l'oral. Ou alors avoir soit des personnes humaines qui leur lisent les consignes, soit leur permettre d'avoir des lecteurs numériques qui lisent les consignes à leur place. Leur permettre aussi d'avoir des scribes, parce que j'ai pas abordé la question de l'orthographe, mais en fait ça découle complètement de leur difficulté de lecture, donc ils ont aussi beaucoup de mal en orthographe à cause de leur difficulté de lecture.
Sinon, une autre chose qu'on peut faire qui les aide beaucoup, c'est leur permettre d'utiliser leur faculté d'adaptation. Comme les dyslexiques sont des personnes normalement intelligentes, elles vont essayer de mettre en place des compensations pour contourner leurs problèmes de lecture. Mais ce sont des compensations qui ne sont pas basées sur des automatismes. Donc ça veut dire que c'est des compensations qui demandent du temps. Et donc c'est pour ça que souvent aux examens, on permet aux personnes dyslexiques d'avoir un tiers-temps ou un quart-temps pour qu'elles puissent faire la même chose que les autres, mais avec le temps en plus qui n'est pas nécessaire en fait pour les autres. J'ai fini avec cette slide et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Je crois qu'il y avait juste une question. Oui. Vous avez parlé au final que c'était aussi parce qu'ils étaient moins confrontés aussi à la lecture. Alors, avant, c'était donc le problème de phonémie. Oui, conscience phonique. Voilà, mais du coup, d'où vient pourquoi il y a des personnes qui auraient moins cette conscience phonémique que l'autre au final? C'est une très bonne question et malheureusement, alors disons que on a des pistes, j'allais dire on ne sait pas, mais disons que plutôt on a plusieurs possibilités, plusieurs pistes d'explication, mais on n'en a aucune unitaire, c'est-à-dire qu'on n'a aucune cause suffisante et nécessaire. Ça veut dire que chez les personnes dyslexiques, on va retrouver un peu un espèce de combinaison de facteurs de risque qui vont un petit peu, qui vont se combiner, en fait, aucun facteur de risque n'est suffisant. Par exemple, à un moment, on a exploré la piste que finalement, il y avait des familles de dyslexiques, c'est génétique, donc en fait, on aurait un espèce de gène de la dyslexie, et du coup, on l'a ou on l'a pas, et donc ça crée un problème de conscience phonique. En fait, ça ne suffit pas. Une personne dyslexique n'aura pas forcément un enfant dyslexique, et un enfant dyslexique n'a pas forcément de parents dyslexiques. Donc, on sait que c'est en fait un facteur de vulnérabilité. Une personne qui a des dyslexiques dans sa famille a plus de chances statistiquement de l'être également, mais ça ne suffit pas. On connaît aussi d'autres facteurs de risque, le fait d'avoir fait par exemple des otites pendant l'enfance à un moment où c'est particulièrement important d'être attentif en fait au son, donc on va dire aux alentours de 4-5 ans. Si à ce moment-là il nous manquait une information auditive, alors du coup c'est plus difficile après de consciemment s'intéresser au son. Donc c'est des exemples, mais vraiment en fait malheureusement c'est toujours un peu frustrant comme réponse, mais ça va vraiment beaucoup dépendre des personnes. Il n'y a eu aucun, on va dire une tendance vers telle ou telle chose qui définirait... On a, alors la dyslexie c'est quelque chose qui est connu depuis quand même, depuis la fin du 19e siècle. Et depuis tout ce temps, effectivement, on n'a jamais réussi à mettre en évidence, à part vraiment, la seule chose qui est à peu près robuste, c'est qu'il y a probablement une origine qui est neurodéveloppementale. Donc ça veut dire que c'est à un moment un problème au niveau du cerveau. Alors je n'ai pas du tout mon domaine pour le coup, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais c'est vraiment la seule chose qui est robuste, et encore on ne le retrouve pas chez tout le monde. Donc effectivement, c'est probablement, en fait, comme c'est en fait un trouble qui est comportemental, donc en fait qui s'exprime vraiment par le comportement, partant de là, il y a énormément de facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a des enfants, par exemple, qui n'ont pas été à l'école pendant un certain moment. Chez certains enfants, pas de problème, ils arrivent à rattraper, ça laisse aucune séquelle. Et chez certains enfants qui avaient d'autres facteurs de vulnérabilité, ça va s'exprimer en dyslexie. Y a-t-il une progression, c'est-à-dire là vous avez l'air de dire la dyslexique et non dyslexique, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a un spectre finalement? Voilà, est-ce qu'il y a des petits dyslexiques Alors oui, alors en fait, ce qui définit aujourd'hui la dyslexie, c'est en fait un résultat, un test de lecture, et on a en fait un seuil qui est un seuil vraiment établi de manière statistique à partir d'une certaine performance qui est suffisamment entre guillemets pathologique, alors on va considérer qu'on est dyslexique. Maintenant on dit trouble spécifique de la lecture, mais c'est la même chose. Donc finalement on est tous sur le spectre de la lecture d'une certaine manière, mais il y a ce seuil vraiment très arbitraire. Alors après ce seuil on sait qu'il est forcément insuffisant d'une certaine manière, puisque chez certains individus, par exemple, qui auraient une très grande intelligence, etc., si eux, ils ont des performances juste normales en lecture, on pourrait se dire, mais est-ce que ça devrait, est-ce qu'il y a pas ce serait pas une dyslexie masquée quelque part? Donc c'est vrai que on essaye d'évoluer, la question est très juste, parce qu'on essaye d'évoluer vers une conception des troubles en général du développement qui est beaucoup plus sur un spectre. On parle notamment du spectre de l'autisme, vous avez sûrement déjà entendu. On essaie de se dire qu'on est tous finalement sur on peut tous se situer sur cette échelle, mais au final on garde quand même des seuils assez arbitraires. Donc, oui.
vous parlez de stratégie de contournement, hein, on Oui. va passer par l'oral ou alors leur laisser plus de temps. Mais ça veut dire qu'entre guillemets, il n'y a pas de traitement du tout. C'est-à-dire on ne peut pas faire acquérir cette conscience Phonémique. Alors, à un petit, enfin avec, je sais pas moi, des exercices. si, totalement. Et d'ailleurs, c'est le but de l'orthophonie dans un premier temps. En fait, tout va dépendre à quel moment on voit l'enfant. Mais si effectivement c'est au début de l'apprentissage de la lecture, alors on va essayer vraiment de mettre le paquet pour essayer qu'il développe cette conscience phonémique en espérant que finalement, finalement les difficultés se résorbent par la suite. Après, si c'est un enfant qui n'a pas eu cet entraînement ou l'entraînement n'a pas été suffisant pour lui permettre d'acquérir cette... en fait, les dyslexiques vont acquérir le principe alphabétique. C'est juste que du coup, ils vont avoir un retard dans cette acquisition-là, ce qui fait qu'ils accumulent en fait un retard dans l'exposition à la lecture. C'est plus ça en fait qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont, à un moment, ils vont réussir à l'avoir, ils vont réussir à entrer dans le principe alphabétique, mais ils sont déjà en retard par rapport aux autres parce que les autres, en attendant, ils ont continué à lire et ils savent déjà beaucoup mieux lire qu'eux. Ils savent déjà beaucoup mieux lire qu'eux. Donc c'est... on peut leur faire, voilà, pour répondre à votre question, le but, ça va être effectivement de leur permettre d'avoir cette conscience phonémique, mais ça, pour les personnes qui ont vraiment des dyslexies importants, ça va rester quelque chose qui est difficile et il va y avoir un retard qui va être difficile à juguler. Oui. Pardon, peut-être une autre personne. Oui, sinon, est-ce que certains arrivent à guérir, enfin à s'en sortir très bien, s'ils ont eu un orthophoniste, s'ils ont pu développer, est-ce qu'il y a toujours des traces Ouais. En fait, il y a un peu deux façons de répondre à la question, dans le sens où, la première question, c'est finalement, est-ce qu'en tant que dyslexique, est-ce qu'on est gêné toute sa vie ? Ça, la réponse, c'est non. On peut toujours trouver des aménagements, un équilibre qui permet à la personne de ne pas être trop gênée du fait de sa dyslexie. Et la réponse, c'est est-ce qu'on peut guérir ou pas de la dyslexie ? Disons que là, il y en a qui considèrent que finalement, on est une dyslexie quand on est réellement dyslexique, quand justement aucune rééducation n'a réussi à porter ses fruits. En fait, la dyslexie est définie par la résistance à la rééducation. Donc ça dépend de la définition. Je ne sais plus qui est vraiment en premier, je suis désolée. Oui. Et pour les enfants qui apprennent plusieurs langues, est-ce qu'on peut être dyslexique dans une langue mais pas dans l'autre? Alors, puisque le trouble à l'origine de la dyslexie, c'est la conscience phonémique, donc la capacité à identifier les sons de la langue, ça, a priori, c'est commun à toutes les langues, effectivement. Par contre, il y a des langues qui sont beaucoup plus dures pour les dyslexiques que d'autres. Par exemple, nous en français, j'ai légèrement évoqué le fait que le principe de un son égale une lettre, c'est pas très... il y a des manquements, il y a des inconsistances à ce principe. En anglais, c'est encore pire que le français. Et par contre, dans des langues comme le finnois ou l'italien, c'est beaucoup plus transparent. Et donc dans ces langues-là, en fait, les dyslexiques ne vont pas commettre d'erreurs en lisant, ils vont juste être un petit peu plus lents. Donc finalement, les retentissements sont moins importants dans ces langues-là. Ça dépend de la langue. C'est ça dépend en fait de la transparence de la langue. Okay. Mais donc on peut être dans une langue mais pas dans l'autre. Disons que le trouble commun, le trouble à l'origine de la dyslexie, il sera dans toutes les langues, mais ça va moins se voir dans certaines langues. Je voulais encore dire, est-ce qu'on peut être dyslexique en ayant une lecture, je ne connais pas les termes, mais vous savez les signes comme les signes japonais ou chinois, où la lecture est différente, c'est pas une lecture syllabique. Est-ce qu'il y a il y a des dyslexiques chinois? C'est ça globalement. Ou égyptien. Japonais Ou égyptien. Oui, alors oui, en fait, il y a de la dyslexie aussi dans ces langues-là. Et ce qui est amusant, c'est que, c'est que le trouble à l'origine est le même en fait. C'est aussi un trouble de la conscience phonémique. Et finalement, même si on a des idéogrammes ou je ne connais pas bien tous des caractères qui ne retranscrivent pas directement les sons, mais quoique en chinois il y a quand même toujours, peut-être pas toujours, mais dans certains caractères il y a quand même un petit indice sur la manière dont on doit prononcer le caractère. C'est quand même une retranscription en fait du langage parlé, donc c'est quand même une capacité à analyser le contenu auditif de la langue et à le retranscrire. Donc c'est quand même
il semblerait que c'est quand même ça qui est à l'origine, même dans ces langues-là. Et dans les langues qui ne s'écrivent pas, je sais pas. Alors, du coup, la dyslexie, elle est définie comme vraiment un trouble de la lecture. Donc, effectivement, si on n'avait pas de langue écrite, il n'y aurait pas de dyslexie, effectivement. Oui. Je pense en deux parties ma question. Mais la première, vous avez mis dans les préjugés qu'il y avait des lettres qui étaient plus touchées. Est-ce que c'est uniquement un préjugé ou est-ce qu'il y a quand même des lettres qui sont plus perturbantes? Ouais. Et du coup, la deuxième partie de ma question, on voit souvent passer sur internet, vous savez, des textes dans lesquels il n'y a que la première et la dernière lettre qui sont bonnes et au final on sait complètement les lire. Ouais. Est-ce que ça, si du coup ces sons-là ne sont pas des sons qui sont plus touchés par la dyslexie, ça pourrait être une façon pour les dyslexiques de pouvoir décoder plus facilement un texte? Oui, alors du coup là finalement en fait les deux éléments de votre question renvoient des choses qui sont assez différentes en fait. Mais c'est voilà. Deux questions. Voilà, il n'y a pas de souci, non mais il n'y a pas de problème. Donc la question de l'inversion des B et des D, c'est souvent ce qui alerte les parents, c'est des fois aussi ce qui alerte les enseignants. On s'inquiète du fait que l'enfant confonde les B et les D, mais il faut savoir que ça, c'est pas du tout propre aux dyslexiques. En fait, tous les enfants qui commencent à apprendre à lire, c'est très probable qu'à un moment, ils vont inverser le B et le D. Ça vient du fait que avant d'être confronté à la lecture, quand on a une image et qu'on la retourne en symétrie, normalement, ça reste la même chose. Si on prend une chaise et qu'on la met d'un côté et dans l'autre, ça reste une chaise. Mais la lecture nous apprend que y a certaines lettres, si on les retourne, c'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est la première fois dans notre développement où on doit apprendre à faire cette gymnastique. Donc c'est normal, on va dire, que les enfants, à un moment, n'y arrivent pas, parce que ça correspond à leur développement normal. Ce qu'on remarque chez les dyslexiques, c'est juste que ça dure plus longtemps parce que du coup, cette identification et cette association entre la lettre et le son, elle est plus dure pour eux. Elle est encore plus dure du coup quand c'est des lettres qui se ressemblent. Mais en soi, c'est pas ça permet pas de dépister par exemple une dyslexie. Et du coup, la deuxième partie de votre question, si j'ai bien compris, c'est que on est, nous, lecteurs, capables de reconnaître un mot avec les lettres mélangées dans un mot. Ça vient du fait qu'en fait, la lecture, c'est une activité de reconnaissance. Ça veut dire qu'on n'a besoin que de quelques indices pour comprendre de quel mot il s'agit. Quand je vous ai fait l'illustration avec les lettres qui avaient été remplacées par d'autres inventées, il y avait peut-être parfois quelques mots, même s'il manquait une lettre, vous saviez de quel mot il s'agissait. C'est parce que vous avez en fait cette entrée dans votre dictionnaire mental, dans votre dictionnaire orthographique. Vous savez, avec juste quelques indices, vous pouvez deviner de quel mot il s'agit. Ça, c'est on va dire, propre à l'activité de reconnaissance. En fait, à partir de quelques indices, on peut reconnaître le mot dans son ensemble. Donc même quand c'est dans le mauvais sens, en fait, on est capable de faire ça. Mais du coup, ça ne peut pas constituer une stratégie de compensation pour les dyslexiques, puisque eux, justement, ont beaucoup moins d'entrée dans leur dictionnaire. Oui. J'ai aussi plusieurs questions. La première, c'était par rapport à ce que voient les dyslexiques. Oui. Donc d'expérience, les dyslexiques, on était voir un opticien qui avait sorti des lunettes révolutionnaires qui permettaient de... Et donc il nous a montré un logiciel, mais qui ne reflétait pas tout ce que je vous avais montré, c'était plutôt des lettres qui bougeaient, comme ça, se chevauchaient, qui bougeaient. Et il nous disait que voilà, donc on a essayé, ça n'a pas marché, donc voilà. Mais il disait qu'il y avait des gens pour qui ça marchait. Et donc je voulais savoir s'il y a différents types de dyslexie. Alors c'est un grand débat, les différents types de dyslexie, mais alors donc, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est 99% des dyslexiques, c'est la conscience phonimique qui est en cause. Dans 1%, on va dire vraiment des dyslexiques, c'est une autre cause. Alors, et des fois, ça peut être une cause visuelle. Pas une cause visuelle dans le sens un œil qui voit mal, mais plutôt au niveau du cortex visuel. Alors pour ce qui est des théories, ce qu'on appelle les théories visuelles de la dyslexie, elles sont très peu appuyées par des preuves, en fait, elles sont très peu reproductibles, on a peu d'études qui permettent de vraiment mettre en évidence. Et donc pour la question du chevauchement en fait, des lettres, ça c'est plutôt en fait finalement une conséquence du défaut d'automatisation du principe alphabétique. Faut que j'explique un peu plus. Donc l'activité de lecture, c'est une nouvelle activité qu'on doit apprendre et nos yeux n'ont pas l'habitude au début de lire. Et du coup, en début d'apprentissage, on ne parcourt pas une ligne du tout de la même manière qu'on la parcourt quand on sait bien lire. Notamment, on est moins capable de fixer un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que des lecteurs experts,
ils peuvent fixer un nombre jusqu'à 6 éléments en fait en une fixation, alors que des lecteurs débutants, c'est plutôt 2 voire 3. Et du coup, le chevauchement en fait des lettres, ça reflète cette immaturité en fait de la fixation qui découle complètement du fait que la lecture n'est pas automatisée. Donc ça donne des symptômes visuels, mais en fait à l'origine, c'est quand même une cause qui est probablement plutôt auditivo-verbale, donc conscience phonimique en fait. Mais c'est vrai qu'il reste des dyslexiques chez qui on n'arrive pas à mettre en évidence de difficultés de la conscience phonimique. Et donc dans ces cas-là, ça peut être bien effectivement de regarder vers des causes vraiment, qu'on dit plutôt visio-attentionnelles, donc la capacité à porter son attention sur des éléments visuels. Il y a d'autres théories, des théories, on va entrer dans les détails, mais des théories au niveau du cervelet, des théories au niveau effectivement de l'acquisition de la latéralité, mais c'est très très minoritaire. J'allais justement poser la question sur la latéralité. Est-ce qu'il y a aussi un lien justement entre ça? Parce que, encore une fois, désolé, je parle comme ça. Bien sûr, oui. En fin de compte, il a choisi très tard s'il était droitier ou gaucher en fait. C'est les difficultés de latéralisation chez les dyslexiques, elles sont plutôt, on appelle ça plutôt des comorbidités, dans le sens où c'est comme on a un développement on a un neurodéveloppement, on appelle ça, qui est un petit peu particulier. Il y a tendance en fait à avoir plusieurs particularités de développement qui se surajoutent sans qu'elles soient forcément liées, on va dire, en termes de cause. Par exemple, il y a plus de troubles d'attention et d'hyperactivité chez les personnes dyslexiques. Il y a tendance à avoir, quand on est dyslexique, on a beaucoup de chances d'être également dyscalculique ou d'être dysphasique, etc. On a une espèce on est plus exposé en fait à cette comorbidité des choses. Et donc on sait aussi que les difficultés de latéralité sont plus fréquentes chez les personnes dyslexiques, mais donc elles ne sont pas systématiques et surtout on ne pense pas qu'elles sont liées d'une manière causale en fait. Et quand on traite la dyslexie, on traite aussi par exemple la dyscalculie ou l'attention? C'est des rééducations différentes. C'est cher. Ouais. Je peux faire beaucoup de rééducation des fois. Pardon. Oui. Merci. Alors, je venais en partie. La question c'était du coup, est-ce qu'il y avait des causes différentes pour les personnes qui ont plusieurs 10 en fait? J'ai raté le dyscalculie, disons qui ont toujours un autre. Non, après tout dépend de à quelle échelle on se situe pour la cause, c'est-à-dire est-ce que la question c'est quelle est la cause cognitive. Donc là, pour la dyslexie, la cause cognitive c'est la conscience phonemique. Chez les dyscalculiques, c'est une autre cause cognitive, c'est plutôt la représentation de la quantité. Ça peut être aussi la mémorisation des faits arithmétiques. Bon là, je ne vais pas vous faire un cours non plus, mais globalement, au niveau biologique, la cause biologique, elle est probablement la même. Mais par contre, ça se traduit par des causes cognitives différentes. Oui. Jusqu'à quel âge c'est récupérable une dyslexie? Tout dépend de ce qu'on appelle récupérable, mais on va dire, pour vous donner peut-être un ordre d'idée, les facteurs, l'influence des facteurs génétiques, ce qu'on appelle l'héritabilité, elle est de... je peux dire des bêtises, mais si je traduis, en fait, l'influence des facteurs environnementaux, elle est beaucoup plus importante quand l'enfant est petit que quand l'enfant est grand. En fait, quand on fait des tests d'héritabilité chez les enfants plus grands, donc chez les ados, on se rend compte que l'environnement ne peut pas vraiment jouer, alors que chez des enfants de 6 ans, les facteurs génétiques ne représentent que 12% de la variation. Donc c'est un peu un charabia, mais globalement, vers 6 ans, rien n'est fixé en fait. L'enfant peut devenir dyslexique comme il peut ne pas le devenir, alors que lorsqu'il a 12 ans, globalement, il sera dyslexique. Donc ça ne répond pas vraiment à la question de jusqu'à quel âge c'est récupérable, mais ça vous donne peut-être un ordre d'idée. Est-ce qu'après 12 ans, on peut passer, par exemple, dans l'éducation féministe et récupérer, parce que c'est pas le terme, entre guillemets, soigner une dyslexie ou améliorer une dyslexie? Tout dépend de l'objectif qu'on a. On peut toujours, en tout cas, améliorer, lui permettre de faire des progrès, ça c'est sûr. Après, à 12 ans, la personne sera quand même toujours gênée quand elle lit. Mais sauf si on met en place des aménagements, et avec les aménagements, en fait, la personne peut ne plus du tout être gênée. Qu'en est-il du solfège? Il y a des dyslexies Il y a des études en cours pour étudier les liens entre musique et dyslexie. Alors, c'est pas du tout mon axe de recherche, mais par contre, je sais que les enfants dyslexiques qui font aussi du solfège auraient des symptômes un petit peu moindres quand même. Apparemment, ça les aide quand même un petit peu, de prêter attention au son de manière générale.
Après, les rééducations basées sur la musique, par exemple, pour l'instant, ne donnent pas vraiment de résultats concluants. Mais à voir, peut-être. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un enfant dyslexique Alors, mes secrets d'orthophoniste. Alors du coup, quand c'est un enfant qui vient d'entrer dans la lecture, donc en fait on dit qu'un enfant a jusqu'à la fin du CE1 pour apprendre à lire. Donc jusqu'à là, normalement, ce serait un petit peu prématuré de dire qu'il est dyslexique, puisqu'il a encore normalement le temps d'apprendre. Mais bon, maintenant on essaye de prendre en charge le plus tôt possible en fait. Quand c'est un enfant qui, par exemple, dès la maternelle, l'enseignant a repéré qu'il avait beaucoup de mal à reconnaître les lettres de son prénom, qu'il n'entrait pas dans la... Souvent en maternelle, on ne fait pas encore des choses sur les sons, on fait plutôt des choses sur les syllabes. Si ça, c'est vraiment... l'enseignant a repéré que c'était vraiment très difficile, du coup, il va alerter, on va pouvoir le prendre en charge très, très tôt. Et du coup, là, mon travail, ça va vraiment être de l'éveiller au maximum à ces sons de la langue et à essayer de préparer au maximum l'acquisition de l'écrit. On surveille aussi les enfants qui ont un retard de langage parce qu'on sait que ça c'est aussi une vulnérabilité pour développer une dyslexie parmi les nombreuses causes qu'on a pu identifier. Après, quand ça arrive malheureusement quand c'est un enfant qui a compensé un peu toute sa vie, qui a réussi à faire illusion, à utiliser des stratégies pour passer en dessous des radars, parce que les enfants peuvent être très très forts à ça, et qu'on le dépiste qu'au moment où finalement les exigences de son environnement vont dépasser ses capacités, donc ça peut arriver en 6e, en 5e. Là, l'idée, ça va être avant tout d'essayer de lui permettre de trouver un équilibre entre ce que lui peut travailler de son côté, donc de l'exposer au maximum à la lecture, de peut-être clarifier certaines choses dans le code alphabétique qui n'étaient pas claires pour lui, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent rester peu claires jusqu'à très longtemps. Et ça va surtout être d'essayer de travailler main dans la main avec l'école et avec le collège pour savoir qu'est-ce qui peut lui être permis comme aménagement et essayer de vraiment trouver un équilibre en fait pour qui lui permette d'être à l'aise et en même temps lui de son côté de travailler ce qui peut être travaillé. Mais vraiment tout dépend, malheureusement ce serait un peu toujours la réponse un peu frustrante, mais tout dépend vraiment de l'enfant quoi. C'est un peu... Une dernière question, juste, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça en termes de statistiques? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'enfants par rapport à avant? Alors comme c'est une très bonne question, comme on base le diagnostic de dyslexie sur un seuil statistique qui est lui-même en fait basé sur la distribution de la façon en fait, quand on fait passer un test de lecture à des gens, on se rend compte, comme dans beaucoup d'aspects, que ce soit psychologiques, dans beaucoup de tests, en fait, on se rend compte qu'on a une espèce de distribution en cloche, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de gens qui se situent à des performances moyennes, peu de gens qui se situent à des performances vraiment excellentes, et peu de gens qui se situent à des performances très en dessous de la moyenne. Et du coup, c'est vraiment un seuil statistique qui correspond à deux écarts moyens à la moyenne. Je dis des termes pas tout à fait exacts, mais c'est pour pas trop partir dans le jargon. Et en fait, du coup, le seuil de dyslexie, il est vraiment défini à partir de ce seuil statistique-là. Et donc, comme c'est un pourcentage, normalement, il ne varie jamais, en fait. C'est toujours 5% en fait, de la population. Oui, mais il est sur une base stable, on ne peut pas dire que ça a évolué au fil des années. En fait, ça va évoluer en fait, avec les gens. C'est-à-dire que peut-être il y a... Peut-être que l'écart se creuse, par contre, on peut voir un écart qui est plus important. Ça, on le verra en fait quand on compare effectivement... est-ce qu'on peut vraiment parler d'augmentation ou pas de dyslexie? Ce qu'on voit, c'est une diminution du niveau d'orthographe avec les années. On écrit globalement moins bien maintenant qu'on écrivait il y a 30 ans et encore avant. Par contre, au niveau du diagnostic de la dyslexie, comme on s'intéresse aux 5% moins bons, mais ce sera toujours les 5% moins bons, même si le niveau augmente ou diminue en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que si vous prenez 30 personnes, vous prenez les 5% moins bons, c'est eux les dyslexiques. Si vous prenez 50 autres personnes, les 5% moins bons, c'est eux les dyslexiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en termes de notes absolues, elle peut changer. Ça va être un peu chaud pour répondre à la question, je sens que je perds. J'avais une dernière question concernant la prise en charge. Est-ce que c'est bien de travailler toujours avec la même personne, avec le même soignant, ou est-ce qu'il vaut mieux varier les personnes au bout d'un certain cycle
C'est alors la réponse facile. C'est quelque chose de lourd aussi. Hein. Clairement, alors ça c'est effectivement, c'est ce que je dis moi à mes patients et à leurs parents. Je dis que le but c'est vraiment qu'on essaye à un moment de trouver un équilibre et le plus rapidement, enfin pas probablement le plus rapidement possible, mais dès que l'enfant commence à montrer des signes d'épuisement, vraiment l'objectif c'est de trouver un équilibre. Et en soi, si on voulait, on pourrait aller chez l'orthophoniste toute sa vie, mais c'est pas du tout le but et puis c'est pas du tout souhaitable. Pour ce qui est de est-ce qu'il vaut mieux changer de thérapeute, moi j'aurais tendance à dire non si ça se passe bien. Parce que l'orthophoniste va avoir un peu un plan de rééducation, elle va mettre en place une relation de confiance avec l'enfant, elle va apprendre à le connaître, qu'est-ce qu'il préfère, sur quoi il aime bien travailler, comment est-ce qu'elle peut le motiver. Et pareil, les parents savent un peu comment l'orthophoniste fonctionne, c'est plus facile une fois qu'on a posé des bases. Après, si des fois les orthophonistes suggèrent de passer la main à quelqu'un d'autre, si on a l'impression qu'on va un petit peu dans une impasse, que l'enfant n'est plus du tout motivé à venir et que peut-être que même au niveau relationnel, ça ne matche pas, parce que dans les métiers de soins, c'est toujours c'est un paramètre qui est extrêmement important et qu'on néglige souvent. On ne donne pas un médicament, on est en train de demander à l'enfant de faire des efforts qui sont conscients, qui sont répétés. Donc si ça n'accroche pas avec le rééducateur, c'est très compliqué. Donc j'ai encore beauté en touche, mais ça dépend vraiment de ce que l'enfant exprime et de comment se passe la relation. Et globalement, si ça se passe bien, je dirais non, il vaut mieux ne pas changer. Y a-t-il des âges limites pour faire la thérapie? Non, vous pouvez n'importe quel âge. 99 ans. Absolument. Absolument, on soigne tous les âges. Merci beaucoup, Claire. Je vous en prie.